bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cette session de conférence. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc effectivement, Grégory Bourrait, je suis effectivement de la région, Pays Beach. Je suis ingénieur en automatique avec plus de 20 ans d'expérience en recherche et développement. Je travaille pour CMS Automatisme en tant que référent pour l'industrie du futur et j'anime notamment les activités d'innovation et développement. J'interviens aujourd'hui également pour le compte de la communauté des offreurs de solutions, dont je ferai un petit laïus ultérieurement. Le titre de ma présentation, effectivement, défis et perspectives d'un fabricant de machines spéciales à l'heure de l'industrie du futur, mais c'est valable également pour tous les industriels qui peuvent être présents aujourd'hui au sein de Proxiindus. Donc l'idée, c'est de partager avec vous un retour d'expérience sur l'acculturation au concept, aux technologies de l'industrie du futur, sur les relations fournisseurs-partenaires, sur les risques liés à l'innovation, sur les métiers et les futurs métiers qui seront disponibles dans nos activités, la formation, l'implication de l'information, l'utilisation de ressources avec les générations Z et tous les outils du numérique. Et je vais bien sûr parler de technologie, l'industrie 4.1 comme on l'appelle, et je terminerai par les perspectives de l'industrie 5.0, 6.0, 7.0, on y vient déjà. Donc je vais essayer de vous tenir éveillé, parce que le premier créneau de l'après-midi c'est toujours un petit peu plus compliqué. Un petit mot sur la cause Grand Est. Donc l'idée c'est de se fédérer, des offreurs de solutions dans le Grand Est cette fois-ci pour réussir la transformation industrielle en France. L'idée c'est de créer cette communauté par des bonnes pratiques avec la définition de duocratie, c'est ceux qui veulent faire sont les bienvenus et peuvent réaliser des opérations. Donc l'objectif c'est de créer des rencontres chez les différents membres de la communauté, mais également construire des projets, créer de l'acculturation, de la vulgarisation sur des thématiques liées à l'industrie du futur. L'histoire de CMS Automatisme, nous sommes concepteurs fabricants de machines spéciales avec plus de 36 ans d'expérience, avec deux activités principales. La première qui a été créée en 1986, sous-traitance mécanique et de l'usinage. La deuxième, l'activité de machines spéciales, quelques années plus tard, en 1989, fusion des deux entreprises qui ont été créées par mon père et mon oncle pour donner naissance à CMS Automatisme, comme on le connaît aujourd'hui. Donc l'entreprise a su progresser et je suis arrivé dans l'entreprise il y a à peu près 3 ans pour développer l'activité d'innovation et développement. Et d'ici quelques temps, nous allons présenter un nouveau produit, une nouvelle activité au portfolio de compétences de CMS Automatisme par le biais d'un robot mobile autonome. Un peu moins d'une centaine d'employés en région, donc à Choyenne dans le Pays Beach, une quinzaine dans la Creuse avec un partenaire qui fait partie du groupe CMS Automatisme qui conçoit et fabrique des bols vibrants. 35% de part à l'export, notamment vers l'Allemagne, notre partenaire principal. Alors, parlons de l'industrie du futur, notamment les révolutions industrielles. Je ne vais pas revenir sur les différentes étapes, mais sachez qu'aujourd'hui, nous vivons dans la 4e révolution industrielle. L'accent est mis sur à la fois l'intelligence, donc capter de l'information, savoir la traiter, ce qu'on appelle la transition numérique. Donc numérique et non pas digital. Un petit laïus là-dessus. La machine aujourd'hui est dite intelligente parce qu'elle sait traiter en local, ce qu'on appelle des fonctions edge, directement en pied de machine, des informations, elle sait prendre des décisions. Et on parle de système cyberphysique qui est plutôt le pendant de la définition allemande. C'est écrit petit, hein, c'est bien ça. Donc les concepts des révolutions industrielles sont plutôt variables en fonction des interlocuteurs, des pays, des expériences de tout un chacun. Mais pour résumer, les premières générations industrielles, révolutions, avaient des concepts et des outils plutôt universels, non spécialisés, compatibles, interchangeables. C'était pratique, donc il pouvait y avoir des fabricants de clous, de vis qui étaient universels. La 3e révolution technologique a vu l'essor plutôt de solutions spécialisées, peut-être moins interopérables, liées à des fournisseurs, donc des fournisseurs qui faisaient l'effort de développer de nouveaux produits, de nouvelles solutions qui ont donné naissance après à des standards internationaux. La 4e révolution technologique se veut plus ouverte, donc s'appuyant sur des standards non plus de l'industrie, mais de la communauté de bonnes pratiques.
avec une notion d'interopérabilité, d'ouverture, de flexibilité. Ce qu'on notera plutôt, c'est qu'aujourd'hui, il y a plutôt une tendance à avoir des consortiums par rapport à des monofournisseurs. Donc les fournisseurs historiques doivent s'associer, s'allier avec d'autres fournisseurs pour créer cette ouverture, cette interopérabilité. L'objectif ultime étant de pouvoir séparer peut-être un jour le quoi du comment, donc pouvoir évoluer dans les technologies tout en gardant la maîtrise du savoir-faire, donc ce fameux quoi. Donc le premier défi, le premier challenge, c'est l'acculturation conceptuelle. Donc c'est de comprendre ce que signifie l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Donc l'industrie 4.0, c'est un programme qui émane de l'Allemagne, donc depuis 2011, donc plus d'une décennie, qui inclut les systèmes cyberphysiques, qui veut développer des produits personnalisables. C'est ça le maître mot qui est derrière. Donc utiliser des robots assistants et de l'interopérabilité. Le programme Industrie du futur, qui émane plutôt d'un programme français, national, 2 ans après les Allemands. Donc l'idée aujourd'hui, à cette époque-là, c'était de retrouver une dynamique industrielle en France, alors que les Allemands, c'était plutôt pérenniser leur industrie, deux points de vue qui sont différents. Donc il y a eu plutôt l'accent mis sur la fabrication additive, la réalité augmentée, la virtualisation, les objets connectés, etc. Mais tous les deux programmes sont centrés sur l'exploitation de la donnée. Les systèmes physiques, ce sont des systèmes informatiques qui collaborent pour contrôler et commander des entités physiques. Donc aujourd'hui, la plupart des machines industrielles ont tendance à être plutôt des systèmes considérés comme des systèmes cyberphysiques. Dans l'absolu, l'objectif ultime, c'est que l'industrie du futur puisse apporter cette notion d'autopilote comme dans un avion, l'avion qui pourrait voler tout seul et prendre des décisions pour voler à la bonne altitude avec les meilleurs paramètres. C'est ça l'objectif. Dans le jargon du vocabulaire, on va retrouver l'usine du futur, la Connected Factory, la Factory 4.0, la Smart Factory, l'usine du futur en France. Mais l'attente globale, c'est quand même d'être à la fois plus performant, plus flexible, plus connecté, plus sûr, plus respectueux de l'environnement, économe de l'énergie, avec l'homme au cœur du modèle. On verra dans l'AIUS tout à l'heure que l'homme au cœur du modèle, c'est tout à fait la philosophie de l'industrie 5.0, qui n'est pas l'évolution du 4.0, mais plutôt une mise en parallèle. Le deuxième challenge, c'est l'acculturation technologique. Donc c'est comprendre quelles sont les briques technologiques, c'est écrit très petit, effectivement. Il y a 4 axes principaux qui vont tourner autour de la procédé de fabrication additive par exemple, les machines intelligentes, donc capter de l'information, la traiter en pied de machine, les matériaux de couplage, les procédés, la surveillance, traçabilité, le contrôle. Et en parallèle de ça, quelque chose de transverse qui va traiter de l'information, donc les nouvelles technologies de l'information. Il y a également un point de vue conceptuel, donc le déploiement qui peut être polymorphe, donc on peut le retrouver sous de multiples angles, multidimensionnel. Donc il y a des travaux également côté international sur la définition des différentes couches de modélisation des systèmes. Donc on est vraiment en train de redévelopper un tout nouveau concept industriel. Le challenge numéro 3, c'est l'identification des technologies. Donc c'est comment identifier les technologies qui seront utilisables dans le futur et voir comment elles peuvent être financièrement intéressantes, si le ROI peut être positif. Donc il y a ce qu'on appelle la courbe de tendance, la courbe de hype, indiquée par certains indicateurs, quand est-ce que les technologies sont mûres, sont utilisables dans l'industrie. Donc vous avez par exemple Gartner qui édite tous les ans cette fameuse courbe de hype, les technologies qui sont intéressantes, qui sont en voie de devenir, d'autres qui sont peut-être obsolètes et celles qui seront utilisables d'ici quelques années. Vous avez quelques exemples, on parle souvent de jumeaux numériques, alors qui est un complément du modèle numérique ou de l'onde numérique, tout dépend de la manière dont il est corrélé avec le système réel. Donc la question aujourd'hui c'est, est-ce que toutes les industries sont capables de générer un jeu numérique, de l'exploiter et d'avoir un retour sur investissement correct? Est-ce que le coût n'est pas trop élevé par rapport aux gains substantiels? Est-ce qu'il est adapté à tous les cas de figure?
On parle également de stockage de données, de récupération de données, avec tout un écosystème qui s'est créé autour de la captation de données dans le cloud, donc proposer des prestations de solutions dans le cloud. La grande question aujourd'hui, rien qu'au niveau cybersécurité, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui va exploiter des données. Donc il y a la confiance, il y a les tarifs qui peuvent être élevés parce qu'il faut fournir un grand flux de données. Est-ce que ce type de collaboration, les personnes dédiées ont les compétences nécessaires pour maintenir le système avec des performances opérationnelles toujours à jour, etc. Il y a également un accent sur les sciences cognitives, donc les interfaces homme-machine, est-ce qu'elles sont adaptées aujourd'hui aux opérateurs. On parle de réalité virtuelle, réalité augmentée, est-ce qu'on est capable d'interagir différemment avec certaines installations, par exemple de manière visuelle, de manière vocale. Il y a également l'ingénierie système, comment est-ce qu'on conçoit un système avec les différentes couches de validation et de vérification. Donc on va parler de cycle en V, de cycle d'agilité, donc de façons de développer qui peuvent être avec un point de vue nouveau et peut-être plus dynamique, réactif. Il y a également l'interopérabilité avec des standards qui sont de plus en plus imposés ou qui sont pliants sur rue pour arriver à communiquer entre différents éléments. En Ladius, lors d'un précédent salon, j'avais réalisé une conférence autour de l'open source, savoir si potentiellement ça pouvait être l'avenir de l'innovation industrielle. Je vous invite à pouvoir la revisionner en replay. Le challenge numéro 4, c'est de trouver les bons partenaires, donc les fournisseurs qui peuvent apporter des solutions sur étagère. Donc, au sein de l'ACOS, j'ai précité ici quelques exemples des partenaires. Nous, en tant que fabricant de machines spéciales, notre part d'innovation se limitera à peu près à 20% pour éviter les prises de risques trop importantes. Donc il est important de trouver les bons fournisseurs qui deviendront, par la force des choses, des partenaires. Il y a également la veille technologique, donc participation à des salons comme celui-ci, à du réseautage, etc. Le challenge numéro 5, l'innovation. Donc, quand les fournisseurs n'ont pas de solutions directement exploitables à leur catalogue, l'idée de pouvoir les développer soi-même est souvent intéressante, mais on va se heurter à des griefs, parce que innover, ça peut coûter cher, effectivement. Je ne sais pas vers qui me tourner pour me faire accompagner, donc tout l'accompagnement financier, organisationnel autour de la gestion de projet. Donc il y a tout un tas d'institutionnels qui sont présents aujourd'hui pour répondre à ces problématiques. Il y a également la question qui pourra m'aider en cas de difficulté technique. Donc si je développe moi-même une fonctionnalité, je suis moi-même responsable de sa pérennité et puis de la perte des compétences au sein de mon entreprise. Et également comment faire confiance à un produit développé à façon sur le long terme si l'entreprise à laquelle j'ai dédié le développement me fait faux bond, comment est-ce que quelqu'un d'autre peut reprendre la main sur des technologies qui peuvent être parfois très poussées, très spécifiques. Donc nous avons fait la démarche de développer de nouveaux projets. Je me posais la question de est-ce que les compétences sont en interne, s'il faut développer de nouvelles compétences, des nouveaux métiers. Est-ce que la cybersécurité peut être assurée tout le long du cycle de vie du projet? Est-ce que des modifications peuvent être potentiellement effectuées par la suite? Est-ce que les ressources sont nécessaires? Les équipes, est-ce qu'elles ont une pérennité, elles ont une vue dans le temps? Et est-ce que l'offre potentiellement peut être développée commercialement pour être vendue? Est-ce qu'il y aura un ROI potentiel? Le challenge numéro 6, c'est les nouveaux métiers. Les métiers d'hier ne sont plus les mêmes métiers qu'aujourd'hui et ne seront pas les mêmes métiers que demain. Pôle emploi a publié une analyse qui prévoit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, développeur d'applications, c'est générique. Par contre, il y a tout un tas de métiers qui sont en voie de devenir. La problématique, le grief principal, c'est que souvent les jeunes apprenants qui sortent de l'école ont appris à utiliser un logiciel et par souci de maintenir leurs compétences sont moins à même de pouvoir changer l'écosystème logiciel. Donc ça reste une problématique générale. Autre analyse, donc les métiers pour 2030, c'est principalement les métiers liés à l'informatique, à l'industrie et à la maintenance.
Le septième challenge, c'est participer à la formation. Les académiques proposent tout un tas de formations spécifiques développées à façon. Donc il faut aujourd'hui être agile pour pouvoir s'adapter, apprendre au fil de l'eau, apprendre à apprendre également. Que les métiers du numérique vont évoluer, il y a une tendance naturelle à avoir de nouveaux langages de programmation, etc. Donc il faut rester actif et agile. Donc nous sommes en relation avec des écoles d'ingénieurs, des universités locales, des IET, des CFAI, des lycées techniques et professionnels, des laboratoires de recherche, pour toujours être à jour sur les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles sciences du roumal. Le challenge numéro 8 concerne le management intergénérationnel. Donc la génération 7 qui aujourd'hui arrive sur le marché. Donc, il y a un changement de paradigme et de mentalité. Ils ont souvent un rapport décomplexé à l'erreur. Donc les intégrer dans des projets avec d'autres générations, c'est souvent tout un challenge. Mais ils sont nés nativement avec les outils du numérique, donc ils ont cette capacité à être beaucoup plus réactifs sur l'exploitation des meilleurs outils au meilleur moment. Le challenge numéro 9, c'est utiliser les bons outils du numérique aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est toujours d'améliorer le triptyque qualité-coût-délai. On a pu le voir avec la crise du Covid-19, par exemple chez CMS Automatisme, l'utilisation de la communication à distance avec les visioconférences, avec les outils que je cite ici, Microsoft Teams, mais traiter de la donnée directement dans le cloud, faire de la visioconférence, partager des documents, collaborer en ligne sur des documents, développer du code de manière agile avec des solutions en ligne, c'est tout le challenge de l'industrie au sens large. Le challenge numéro 10, c'est de passer de la théorie à la pratique, ce qu'on appelle l'industrie 4.1. C'est un point de vue d'un professeur d'une université. Donc, en pratique chez CMS Automatisme, on va s'intéresser à la maintenance, à la fois préventive, conditionnelle et prévisionnelle, pour tenter de réduire le temps d'arrêt des installations et de maximiser le ROI des installations. Il y a également le traitement d'informations en pied de machine, le big data, donc faire des statistiques de production en pied de machine, travailler sur les jumeaux numériques, notamment de pair robot, donc arriver à générer les trajectoires de manière offline, hors ligne, les corréler avec le système physique, de valider le tout et de proposer à la fois de la formation et de la mise en œuvre accélérée. D'autres sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, la cybersécurité. Donc être certain que le produit va pouvoir être sécurisé tout au long de sa phase de cycle de vie. Il y a également la vision industrielle avec de l'intelligence artificielle, le robot mobile autonome, donc une nouvelle activité au sein de CMS Automatisme, et la localisation et traçabilité en temps réel. Pour finir, donc la synthèse de l'industrie du futur au sens large, certaines analyses estiment qu'il y a un sentiment d'échec en termes de pénétration, que 10 ans après, l'adoption est toujours relativement lente, qu'il y a un faible investissement, qu'il y a des cycles de vie, des effets de mode qui sont présents, comme la cobotique, mais que les âges moyens des usines sont quand même vieillissants, qu'il y a une inertie des anciens modes de production, que peut-être que l'industrie du futur s'adapte mieux à des projets neufs, effectivement, mais qu'il y a comme une injonction d'évoluer vers l'industrie du futur avec des programmes nationaux qui financent des programmes, qu'il y a un nombre de fournisseurs de solutions qui est sans cesse grandissant avec un foisonnement de solutions et qu'il y a une grande incertitude face à l'avenir. On ne sait pas ce que ça fait la technologie de demain ni la façon de produire. Pourtant, avec le Covid-19, il y avait un sentiment de nécessité de relocaliser la production. Donc la grande question est, avec tous ces challenges, est-ce que forcément ça crée un projet, une réussite, une amélioration de ce triptyque? C'est la grande question que je suis prêt à partager avec vous. Donc pour aborder l'industrie du futur, il y a quelques pistes à creuser, notamment réfléchir de manière plus globale sur l'architecture et non plus sur des briques uniquement technologiques. Il y a également la réflexion stratégique pour la transformation de l'entreprise. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces briques technologiques? Est-ce que la façon de produire aujourd'hui est compatible avec ce que les clients attendent? Donc il y a une évaluation de la maturité qui est à réaliser, la roadmap avec des projets pilotes à créer.
je vous ai présenté quelques pistes de questionnement à réaliser pour identifier les besoins et la nécessité de passer à des solutions de l'industrie du futur. Je terminerai sur les perspectives, l'industrie 5.0. Donc l'objectif, c'est de rendre l'industrie plus humaine, plus durable et plus résiliente. Donc c'est un concept qui est déjà appliqué aujourd'hui, donc l'homme au cœur du système. Et il y a déjà des perspectives sur l'industrie 6.0, 7.0 qui veulent augmenter l'humain avec des informations qui lui seraient directement poussées, donc créer comme aujourd'hui l'exosquelette, faire un humain augmenté. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez nous retrouver sur le stand D43. Je suis à l'écoute.